Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en cette belle journée pour une vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je m'étais concentré sur les shorts pour vous montrer quelques réparations en cours. Alors la présente vidéo, comme son nom l'indique, traitera des produits chinois dans le domaine de l'hi-fi. Cette vidéo, l'idée m'en est venue pour en quelque sorte faire le pendant à un short de mon ami Nicolas sur le sujet, qui répondait à un commentaire l'accusant de critiquer systématiquement ce genre de produit. Alors j'aimerais ici vous faire part de mon expérience en la matière pour ce qu'elle vaut. Elle est assez limitée. Je me concentrerai sur quelques exemples, on va dire, vécus. Le premier, c'était il y a au moins une vingtaine d'années. J'étais allé à Paris dans un magasin bien connu du côté de Montparnasse et j'avais pu discuter avec le propriétaire qui, à l'époque, importait, c'était peut-être parmi les premiers, des amplis à lampe chinois. Alors voilà ce qu'il en disait. On reçoit des amplis, le câblage n'est pas terminé, il y a des erreurs dans le câblage, c'en est dangereux, on risque de s'électrocuter. Je les donne à l'arrivée systématiquement à réviser, voire même à refaire à un technicien. Alors, quand on entendait ça par rapport à la production chinoise, ça ne faisait pas rêver. Je suppose et j'espère qu'ils ont quand même amélioré leur process de fabrication et que c'est un peu plus safe parce que bon, quand même, les amplis à lampe, voilà, vu les tensions qui circulent à l'intérieur, mieux vaut être prudent. Seconde expérience, j'achète sur le Bon Coin un ampli à lampe push-pull de EL34 de la marque Yakin, je crois que c'est le MS100, quelque chose comme ça. C'est un ami qui va me le récupérer sur Paris. Un asiatique d'ailleurs le lui met dans les mains. J'arrive à la maison, je le branche, feu d'artifice, j'ai juste le temps de plonger pour arracher la prise du secteur, voilà. Ok, bien, j'envoie ce préampli à un ami qui me révisait à l'époque mon matériel. Commentaire de l'ami en question, écoute, j'ai ouvert ce machin, qui n'était quand même pas tout à fait un bas de gamme, ce ne sont même pas des soudures qu'il y a à l'intérieur, c'est une espèce de pâte, et je vais t'expliquer ce qui t'est arrivé. Lorsque tu as enfiché les tubes dans les supports de tubes, les pattes en dessous du support, qui sont des pattes en fer blanc, se sont tordues à l'enfichage du tube. Des pattes se sont touchées, d'où après ce qui s'en est suivi. Je lui dis, écoute, tu vois, c'est pas compliqué, tu vas me changer tous les supports de tubes et tu vas me refaire toutes les soudures. Voilà. Ce qui a été fait, l'ampli n'est pas resté longtemps en ma possession et j'espère qu'il a fait un heureux. Donc deuxième expérience pas forcément géniale avec les produits chinois dans la hi-fi. Troisième expérience, j'achète un petit ampli qui avait la particularité d'être un ampli 2.1, c'est-à-dire qu'il y avait une sortie subwoofer. Très bien. Bon, c'était pas très cher, je l'achète, il a dû fonctionner à peu près une demi-heure. Ensuite de ça, l'alimentation carrément a cramé. Alors, est-ce que je lui en ai trop demandé? Je ne sais pas. Problème de fiabilité, toujours est-il que ça n'a pas duré très longtemps. Troisième ou plutôt quatrième expérience, là quand même la musique change et il en est de deux blocs de la marque Xindak. Alors j'ai oublié la référence, mais c'était des blocs qui quand même coûtaient, je pense, 4000 ou 4500 € la paire. Deux blocs d'amplification en classe A, deux magnifiques morceaux de 25 kg et qui là, il faut reconnaître, quand même fonctionnait plutôt bien. Malgré l'un des deux qui s'est déréglé, il a fallu après régler le courant de repos, je pense, à l'intérieur, mais bon, ce n'était pas bien grave, et ça marchait fort correctement.
Alors, le rapport qualité-prix, paraît-il, était assez extraordinaire. En tout cas, la qualité de fabrication était très belle. Les emballages, par exemple, des blocs très conséquents, avec beaucoup de polystyrène, carton de grande taille, très costaud, etc. et tout. Donc là, on était dans le qualitatif. Bon, vous me direz, quand même, vu le prix, voilà, on ne s'attend pas à trouver ce qu'on pourrait appeler de la cochonnerie. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir ces blocs, vous pouvez aller sur la chaîne donc, de mon ami Nico Style et il fonctionnait avec de remarquables enceintes que j'avais à l'époque qui sont les Mirage M1SI. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, ils pourront toujours taper Mirage M1SI sur la chaîne de l'ami Nicolas. Voilà pour une expérience qui cette fois-ci, bon, était plutôt bonne, mais on n'était pas dans la même tranche de produits. Il est venu ensuite après un ou deux petits DAC de la marque SMSL qui, ma foi, fonctionnent plutôt gentiment. Je ne les ai pas vraiment beaucoup utilisés. J'avais acheté ça sur les conseils d'un ami qui en était plutôt satisfait. Donc de ce côté-là, voilà. A priori, rien à redire. Vient ensuite l'achat d'un autre petit appareil à lampe. Pareil, pas très cher, que j'upgrade. Voilà. Alors là, bon, que dire ? La fiabilité me paraît très moyenne. À peine quelques heures d'utilisation et on a un bouton de volume qui craque. Je pense même pas qu'il y a la possibilité de le nettoyer, mais bon, déjà ça craque. Il y a beaucoup de faux contacts. Quant au son, bon, même upgradé, alors sur YouTube, là, on en fait tout un plat, ainsi que sur les forums. Magnifique, j'ai vraiment fait les meilleurs upgrades que je pouvais, que ce soit au niveau des lampes et de la puce. Bon, alors on va lui reconnaître une qualité, il est très neutre parce que je ne vois pas ce qu'il amène en dehors du gain et du réglage des basses et des aigus. Donc là, honnêtement, je ne vois pas trop, donc voilà, ça fonctionne. Si vous avez un bloc de puissance, ça peut éventuellement dépanner, servir de petit préamp. Voilà. Enfin bon, c'est pas foudroyant comme produit. Voilà. Et donc, dernière expérience en date, et je vais m'étendre un peu plus longuement sur ce produit, les fameux blocs d'amplification en classe D, je crois, de chez Fuzzy Audio, les ZA3. Alors vous verrez, pareil, sur YouTube, sur les forums, tout un tas de littérature sur ces produits. Et donc, une personne est venue essayer ces blocs, d'ailleurs, parce qu'il ne les avait pas essayés, sur des enceintes pas plus tard que dimanche. Donc je salue notre ami Olivier qui m'a permis de découvrir ce produit. Alors, mise en œuvre des amplis, je ne sais pas s'il a réglé le problème, je précise qu'ils sont neufs et qu'ils n'avaient jamais été essayés. L'un des deux blocs, impossible de le passer, qu'on va dire, en mono bridgé. Voilà, parce que ce sont des blocs stéréo qu'on peut bridger, donc pour augmenter la puissance de chaque bloc. Alors, je ne sais pas s'il a résolu son problème, mais il y en a un qui refusait absolument de se mettre en mono. À côté de ça, une qualité de fabrication bon, qui a l'air correcte, la présentation est plutôt belle, voilà, avec un bouton orange. C'est pas trop mal. À part ça, donc, il fonctionnait avec l'alimentation en 48 volts. Et les puces à l'intérieur avaient été upgradées avec du Burson V7. Alors, passons à l'écoute. Alors, la première impression que j'ai ressentie, c'est tout de même un léger manque de chaleur. Ça m'a paru une restitution assez froide, et d'ailleurs, je l'ai dit à notre ami Olivier, ça m'a rappelé un petit peu la première fois que j'ai écouté un CD dans un salon du son, c'était le CD100, hein, c'est le premier lecteur CD qui est sorti de chez Philips. On avait un son d'une très très grande pureté, mais il n'y avait plus, on va dire, d'atmosphère autour. Bon, je venais de la cassette avec son souffle, je venais des disques avec ses craquements, mais c'était un silence, j'allais presque dire, quelque peu inquiétant. Alors bon, je ne ressens pas ça avec les Fuzzy Audio, mais on a quand même l'impression d'une certaine froideur. Voilà, aucun bruit de fond,
pas de souffle, un son très très pur, qui paraît très plein. Ce petit appareil a réussi à faire marcher correctement tous les modèles d'enceinte qu'on lui a présentés, j'allais dire en respectant les qualités et défauts du matériel qui lui était associé. Alors, bon, il y a eu 4 modèles d'enceinte et notre ami faisait fonctionner les 2 petits amplis avec un lecteur réseau qui servait éventuellement de préampli. Alors, je ne sais pas si la puissance annoncée, qui est de 250 watts sous 4 ohms, est effectivement là. Pour avoir un rendu sonore correct en termes de décibels, les boutons étaient déjà pratiquement à fond. Alors, néanmoins, une écoute, dirais-je, plutôt convaincante, et ce sont des petits appareils que je n'hésiterai pas à recommander, j'allais dire, si on en a l'utilité. Alors là, la personne en question voulait un petit système pour mettre sur un bureau, parce que les enceintes allaient être écoutées dans son bureau. Alors maintenant, oui, pourquoi pas, pour le gain de place. Maintenant, voyons les choses un petit peu différemment. Est-ce que j'en achèterai moi-même? J'ai été tenté. Ça pourrait se faire, mais honnêtement, je n'en ai pas l'utilité. Parce que bon, je n'ai pas de système de bureau, j'ai de la place pour mettre des appareils au format normal. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est au niveau, j'allais dire, du rapport qualité-prix. Celui-ci peut quand même être considéré comme très bon, si on se réfère à des produits neufs. Parce que voilà, les 2 blocs avec l'alimentation 48 volts, si vous allez sur AliExpress, vont coûter 153 € pièce, ce qui nous fait un peu plus de 300 €. Et les 2 puces Burson ont coûté aux alentours des 150 €. Donc on est sur un budget d'un peu plus de 450 €. Alors bon, en neuf, qu'est-ce que vous avez pour 450 €? Moi je répondrai, j'ai des doutes que vous puissiez trouver des appareils aussi qualitatifs au niveau du rendu sonore que ceux-là. Là, franchement, j'ai des doutes. Hein. En termes d'absence de distorsion, de dynamique, voilà, honnêtement, c'est très très bien. Maintenant, rapportons ces 450 €, et d'ailleurs notre ami Nicolas en parle un peu dans son short, rapportons cela à du matériel d'occasion vintage. Là, par contre, pour 450 €, on peut déjà avoir du matériel de très très bonne qualité, Et achèterais-je là des Fosi Audio par rapport à un vintage de qualité? Là par contre, je n'en suis pas sûr. Et je vais prendre un exemple tout à fait concret, puisque je l'ai derrière moi. Derrière moi, justement, j'ai un ampli Iraga 20 watts en classe A. Maison de l'audiophile, magnifique appareil avec 6 condensateurs plus gros que des canettes de Coca-Cola. Superbe restitution que je fais fonctionner avec un préampli passif et il n'a besoin de rien d'autre, qui arrive à faire fonctionner la plupart des enceintes que j'ai sans aucun problème. Un appareil de ce genre cote environ dans les 600 € en très bon état. Voilà, donc on est à peu près à 150 € des Fosi Audio. Alors là, je pense que quand même ça se discute, parce que on a avec, par exemple, et je prends toujours l'exemple du Iraga 20 watts, on a un amplificateur réputé, qui a fait ses preuves, qui est, on va dire, vu le côté minimaliste des électroniques et qui n'est que en composants discrets, qui va être facile et tout à fait possible de le réparer, voire même éventuellement, si on veut, de l'upgrader, quoi que ça soit déjà un haut-parleur qui est un amplificateur qui est très optimisé. Bon, admettons, on pourrait toujours changer quelques condensateurs, mettre quelque chose de mieux, je ne sais pas, ou d'autres condos, enfin bon, d'alimentation, quoique ceux-là, bon, ils sont, à mon avis, très très substantiels. Et donc, voilà. Moi, je pense personnellement que je resterai
plutôt sur le Iraga, pour une différence de 150 €, sachant que cet appareil, en plus de ça, ne décotera plus. Tandis que les Fosi audio, d'ici quelques mois, on les trouvera à 100 balles sur AliExpress, etc. et tout, ce qui constituera encore, à ce moment-là, une meilleure affaire. Donc, plutôt positif sur les Fosi audio, en neuf, si on en a l'utilité. Maintenant, par rapport à un très bon vintage, à l'ancienne, réputé avec une histoire, ce qui, vous le savez, me tient à cœur. Alors bon, la maison audiophile, les années 80, Iraga, que je salue, bien que certainement il n'écoute pas la chaîne, parce que Jean est encore parmi nous et toujours très très immergé dans le monde de la hi-fi et de la hi-fi comme je l'aime à très haut de gamme, version japonaise. Donc voilà, là je réfléchis par rapport à des Fosi audio. Allez, et on conclura sur un dernier exemple, si je puis dire. Toujours dans les productions chinoises actuelles, nos amis, qui sont très très forts pour copier, proposent des clones d'amplificateurs réputés. Et là, je vais prendre un exemple parce que j'ai regardé ça d'un petit peu plus près ces derniers jours. Le Musical Fidelity A1, si je ne me trompe pas dans la référence. Alors ce petit appareil, j'en ai eu un, il est sorti au début des années 90, je crois, dans sa version 1, qui a été après revue, etc. J'en ai eu un, alors vous savez, c'est le fameux ampli en classe A, il délivre une vingtaine de watts, avec le dessus qui en fait est un grand radiateur sur lesquels, disent certains, on pourrait faire frire des œufs, tellement ça chauffe bien. Bon, voilà, un très bon petit ampli, pas très fiable pour certains, tout à fait fiable pour d'autres. Donc voilà, j'avais été très satisfait de cet appareil, quand même, qui est un petit appareil assez mythique. Et donc, là, il vient d'y avoir, tout récemment, je pense, une réissue de cet appareil aux alentours des 1500 €. Alors, voilà, je regarde, donc, je vois ça sur AliExpress. Il y a une copie du Musical Fidelity A1 qu'on peut avoir globalement avec les frais de port aux alentours de 250 €. Donc en fait, là, on est au 1/6 du prix, hein, si je calcule bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour 250 €? Alors, on a une version qui est très très simplifiée, hein, parce que, à part un bouton, un réglage de volume, dessus, il n'y a pas grand-chose. L'appareil, d'ailleurs, est de petite dimension, donc à l'intérieur, on voit un transformateur torique, pas très gros apparemment, on voit quelques condensateurs, 2 ou 3 cartes. Voilà, quand on enlève le capot, si je puis dire, du Musical Fidelity à 1500 €, là, la musique change. Déjà, on a une foultitude d'entrées, on va avoir très certainement un appareil à télécommande, on a beaucoup plus de cartes à l'intérieur, il y a évidemment, bien sûr, une carte phono avec, donc pour pouvoir écouter une platine disque. L'appareil pèse 10 kg et quelques. La copie chinoise, le clone, à 250 €, pèse environ 5 kg. Donc je serais tenté de dire où sont passés les 5 kg qui manquent. Donc, oui, alors on va appeler ça un clone du Musical Fidelity 1, mais enfin bon, c'est vraiment une version très 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 simplifiée, épurée, si vous voulez. Je ne sais pas quelle est la qualité des composants qui est à l'intérieur, je ne sais pas comment ça sonne, mais prendrais-je le risque d'acheter ce produit-là, qui semble assez bien réalisé au demeurant, pour 250 €? Ça serait vraiment pour tenter le coup, espérant que je ne vais pas perdre mon argent, comme ça m'est arrivé, vous l'avez vu, au fil de mes petites expériences. Voilà. Parce qu'il y a certains produits chinois, non seulement je les ai revendus à perte, ils ont coûté de l'argent, voilà, par manque de fiabilité, voire voilà, que j'ai dû mettre carrément à la poubelle. Donc, tenterai-je le coup, vous voyez, sur un clone du Musical Fidelity 1, comme sur un clone du Quad 405 ou de je ne sais pas quoi, là-bas à Made in China, je ne suis pas sûr, vous voyez, et encore moins pour le Quad 405, parce que vous pouvez trouver de très bons exemplaires aux alentours des 250-300 €. C'est un ampli qui marche extrêmement bien, je n'irai pas m'embêter à acheter un produit chinois. Alors, bon, si je devais acheter de la chinoiserie, si je puis dire, je me concentrerais peut-être sur des produits haut de gamme.
Parce que sur les produits bas de gamme, très honnêtement, je ne suis pas certain de l'intérêt de la chose. Et à un certain prix, je pense qu'on peut arriver à trouver du vintage quand même qui a une autre gueule, une autre histoire, qui va être, et ça vous savez que ça me tient particulièrement à cœur, je suis réparateur de haut-parleurs, donc j'aime bien que les choses soient réparables. Alors pour aller réparer une petite chinoiserie, à mon avis, ça ne doit être guère possible, et en tout cas, ça n'est certainement pas économiquement rentable. Voilà. Donc, je ne critique pas en bloc les produits chinois dans le domaine de l'hi-fi. J'émets quelques réserves, et encore une fois, cette opinion, c'est la mienne et je la partage. Et mon expérience quand même dans ce genre de produit est très limitée. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois, et bonjour chez vous.